Je commence simplement en vous souhaitant la bienvenue puis en vous remerciant de participer à des portes ouvertes virtuelles d'une école. C'est une nouvelle expérience pour probablement tous et chacun d'entre vous, moi y compris. Avant de commencer, je voudrais remercier des gens qui ont été très, très importants dans ce défi qu'on s'est lancé de faire des portes ouvertes virtuelles. La première personne qui est Mme Tresha Vero, qui est surintendante et superviseure de l'École David-Saint-Jacques, qui a organisé tout l'arrière-scène de cette présentation-là ce soir pour s'assurer que ça se fonctionne bien. Et il y a Mme Julie Van aussi, qui est la directrice des communications et du marketing à Viamonde. M. Steve Lapierre, qui est gestionnaire des communications et du marketing à Viamonde, qui ont beaucoup travaillé à ceci. Et deux dames, deux directrices d'école, Mme Samé Gam et Lucie Poulain-Maquet, qui ont beaucoup travaillé pour publiciser l'événement dans leurs écoles au niveau des élèves de 4, 5, 6e année. Alors, un grand merci à tout ça. Puis j'espère que la présentation va être agréable et qu'on va réussir à vous faire sentir la qualité du travail d'équipe qu'on fait à David-Saint-Jacques, même à distance. Alors, ça va être notre défi. On pourra se dire à la fin si on a réussi notre pari. La première question qui me venait en tête, c'est pourquoi avoir choisi le nom de David-Saint-Jacques pour une école? Et je vous invite à écouter la citation suivante, je vais vous la lire, qui va peut-être répondre à votre question et souligner l'importance de cette personne-là dans notre organisation et de son nom dans notre école. Donc, l'école est un milieu qui offre une foule d'occasions de découverte. Plus jeune, j'ai rêvé de tout apprendre et de tout comprendre, tant les sciences que les cultures du monde. C'est ce qui a guidé mon parcours scolaire et professionnel. Curieux de nature, j'ai toujours voulu aller au fond des choses. C'est donc un grand honneur pour moi de savoir qu'une école portera mon nom. Je souhaite que cette nouvelle école permette aux jeunes de découvrir autant sur eux-mêmes que sur le monde qui les entoure. Notre avenir est entre leurs mains. Je les encourage donc à avoir de grands rêves au cours de leur cheminement scolaire, des rêves aussi fous que possible et à oser les suivre. David-Saint-Jacques. Alors, ça explique un peu la vision de Viamonde derrière cette école-là, la vision de notre école présentement et l'influence que va avoir et qu'a déjà David-Saint-Jacques sur notre école. Bon, alors notre invité spécial est tout à fait à l'heure, donc même un petit peu en avance. Alors, je vais vous présenter, ce n'est pas une surprise, on vous avait indiqué qu'on avait l'immense honneur et le grand plaisir d'accueillir avec nous M. David Saint-Jacques, qui est astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Alors, c'est un immense plaisir de l'avoir avec nous. Et si je comprends bien, vous nous parlez en direct de Houston, au Texas. C'est bien ça? Oui, je vous parle de mon bureau là, à Houston, dans la banlieue autour de Houston, près du Centre spatial Johnson. Alors, on a demandé à nos élèves et à nos futurs élèves, donc il y a des élèves de 4, 5, 6e année, des élèves qui sont présentement à David-Saint-Jacques, de nous envoyer une liste de questions qu'ils ont pour vous. D'accord. Et comme je sais Bonjour tout le monde. On a 10 minutes, on a fait une sélection de questions. Et on a des questions d'extra si jamais on a du temps de plus. Est-ce que ça vous va? Allons-y. Oui. Je suis prêt. OK, on y va. Parfait. Donc, première question. Comment vous sentez-vous par rapport au fait qu'une école porte votre nom? Écoutez, la demande initiale m'est venue, j'étais dans l'espace à ce moment-là quand on a entendu parler la première fois. Et c'était vraiment très touchant, en fait, comme demande, comme offre, parce que moi, l'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça a toujours été très important dans ma vie, l'école, puis l'université, pour mes enfants aussi. Donc, d'avoir mon nom associé à une école, je trouve que c'est vraiment une belle chose. En plus, les valeurs de votre école me semblent être un bon match avec les miennes. Alors, c'est vraiment tout un honneur. Je pense que l'honneur est tout à fait partagé, probablement encore plus pour nous que pour vous. C'est un grand plaisir, en tout cas. Deuxième question, est-ce qu'on est prêt? Allons-y. Allons-y, parfait. Combien de fois êtes-vous allé dans l'espace au cours de votre vie et quelle était la durée de votre plus long séjour? Alors, moi, j'ai fait un voyage dans l'espace. C'était un voyage de près de 7 mois, en fait. Je suis parti du Kazakhstan
à bord d'une fusée Soyouz, le véhicule spatial russe, avec à bord un Russe, Oleg, et une Américaine, Anne. Et les trois, on s'est rendus à bord de la Station spatiale internationale. Ça fait déjà presque 1 an et demi, le décollage. On est resté à bord de la station pendant 7 mois pour faire une série de recherches scientifiques. J'ai eu l'occasion de mettre un scaphandre pour aller à l'extérieur de la station. Tout ça, et on est revenu après ça, il y a à peu près 1 an. On est revenu le 24 juin dernier sur Terre, sain et sauf. Génial. Une question qui fait suite à celle-ci. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans votre mission dans l'espace? Plein de choses qui m'ont marqué, mais peut-être il y a 2 choses plus importantes pour moi avec tout ça. D'abord, la vue de la Terre. Hein? On est tous habitués maintenant à ces vues-là, comme j'en ai une derrière moi, de la Terre qui flotte dans l'espace. On sait que c'est ça la réalité, mais c'est quand même un effet profond de le voir de ses propres yeux, de voir la Terre comme ça. Ça rend évident à quel point elle est fragile, à quel point on est exposé, hein, à quel point on est tous des astronautes à bord de ce petit vaisseau spatial-là, la Terre, qui flotte dans le vide spatial, qui nous garde en vie. Et ça m'a vraiment convaincu de l'importance de prendre bien soin de notre planète, de la grandeur des défis auxquels on fait face, mais de l'importance de les relever. Ça, c'est un aspect. Puis l'autre aspect, c'est l'aspect de la collaboration internationale. Les programmes spatiaux, c'est un des beaux exemples où les peuples des pays qui parfois ne s'entendent pas très bien par ailleurs, dans l'espace, collaborent. Et on réussit avec nos collègues américains, russes, européens, japonais à faire des miracles pratiquement. C'est incroyable. Et tout ça, c'est le travail d'équipe. Une fois qu'on a réalisé qu'on a plus en commun que ce qui nous rend différents et qu'on met ça de côté, c'est incroyable ce qu'on arrive à accomplir. Alors, c'est ces 2 choses-là, moi, qui m'ont surtout marqué. La magnitude et l'importance des défis écologiques et politiques et de mondialisation qui nous font face, mais en même temps, de l'autre côté, la certitude qu'on est capable. Et ça, comme père, comme citoyen, ça m'a beaucoup rassuré de revenir avec ce sentiment-là qu'on est capable. Et quand vous étiez dans l'espace, quel a été votre plus grand défi? Le plus grand défi, peut-être, il y en a eu plusieurs. Hein. Tout était très difficile. J'ai fini par m'habituer, mais c'est incroyable que notre corps puisse s'habituer. Déjà, c'est le premier défi. Physiquement, il faut s'habituer à ça, la vie en microgravité. On ne peut pas s'entraîner pour ça, c'est nouveau pour tout le monde. Donc ça a été un gros défi physiquement, passer à travers ça. On se sent très mal à l'aise, on a comme la nausée, on se sent congestionné, on se sent un peu mélangé. Ça, c'est un défi. Pour ça, psychologiquement, s'habituer à être confiné comme ça, avec les mêmes personnes, dans une petite boîte en métal en orbite. Et c'est un peu un défi qu'on vit tous en ce moment, je trouve, avec ce qui nous arrive avec la pandémie. Et il y a beaucoup de parallèles à faire. Je trouvais notamment le défi de garder les bonnes relations humaines avec les gens avec qui on est confiné, hein? Garder toujours un bon équilibre de communication, mais en même temps laisser leur bulle aux autres. Après ça, un défi de s'organiser, garder un sens à nos journées, garder en vue une mission, pourquoi on est là, mais en même temps se concentrer sur ce qu'on fait aujourd'hui pour donner un sens à tout ce qu'on fait. Ça, c'est important. Puis, s'organiser un horaire. C'était très abstrait. Quand tu es dans l'espace, en orbite, tout est abstrait. Il n'y a pas vraiment de jour, de nuit. Le soleil se lève et se couche 16 fois par jour. Il faut que tu décides quand est-ce que ta journée commence. Il faut que tu décides quand est-ce qu'elle finit. Il faut que tu décides si c'est la fin de semaine ou la semaine, dans ta tête un peu. Et ça aussi, c'est des défis, je trouve, qu'on a en ce moment. Donc, il y avait beaucoup de défis qui étaient semblables. Évidemment, le plus gros défi, c'était d'être séparé de ma famille, de mes jeunes enfants. J'ai 3 jeunes enfants d'âge primaire. Puis, c'était un grand défi, un gros défi surtout pour mon épouse, en fait, qui a dû tenir la barque tout ce temps-là. Alors, c'est un projet, c'est une mission familiale, en fait. Complètement. Impossible à faire ça tout seul. Impossible de faire ça tout seul. C'est entièrement un travail d'équipe, autant avec les équipes des centres spatiaux, mais à la famille, puis la famille étendue, les grands-parents, les oncles, les tantes, les amis, tout le monde qui participe à maintenir cet équilibre-là. Ce n'est pas seulement les 7 mois dans l'espace, c'est 3 ans d'entraînement à travers le monde qui précèdent, qui était un grand défi. Avec plusieurs défis. En fait, il n'y a pas grand-chose de facile. On comprend bien. Alors, une question ici d'un élève, futur élève de l'École David-Saint-Jacques qui demande si vous pouviez aller visiter une autre planète que la Terre, laquelle aimeriez-vous visiter et pourquoi? Je suis quand même vraiment curieux de Mars.
On en entend beaucoup parler, puis c'est un peu ça le rêve là, de l'exploration, la prochaine destination. Mais je pense pas que c'est pour moi. C'est pour la prochaine génération d'astronautes, les gens qui vont aller sur Mars, les ingénieurs qui vont construire ces fusées-là, tous les gens qui vont travailler, les scientifiques, les planificateurs. Ces gens-là, ils sont nés, mais c'est des jeunes. C'est des jeunes d'âge à peu près d'école secondaire en ce moment. C'est pour la prochaine génération. Donc, c'est vraiment un rêve pour les gens qui nous suivent. C'est un peu comme si ce rêve-là est dans la tête des jeunes. Mon rôle, peut-être, c'est de réussir à contribuer à passer le bâton à la prochaine génération. Qui sait, peut-être que vous allez inspirer un des jeunes de l'école David Saint-Jacques C'est un rêve tout à sur fait Mars. permis. Un rêve tout à fait permis. C'est vraiment pour eux. Alors, ici, on parle de votre entraînement, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se répétaient sur l'entraînement d'astronaute. Et oui. On demande quelle était la partie la plus intéressante de l'entraînement, selon vous? Moi, je suis un peu un touche-à-tout. Alors, j'aimais ça que c'était très varié. Ça, c'était fascinant. J'aimais ça aussi, parce que qu'est-ce qu'on apprend pour être astronaute, en gros, là? Faut apprendre comment fonctionnent les vaisseaux spatiaux, évidemment. C'est un peu comme un cours de pilotage, on peut imaginer, mais pour des vaisseaux spatiaux, avec des simulateurs, puis tout ça. Après ça, il faut apprendre comment fonctionne la station spatiale. Ça, c'est vraiment un cours d'ingénieur, tous les systèmes qui nous gardent en vie, tout ça. Après ça, il faut apprendre à piloter des avions en réaction, parce que c'est un peu notre plateforme pour apprendre la mentalité d'astronaute, de l'opérateur, du sens pratique, de prendre des décisions en temps réel. Après ça, il faut apprendre des langues étrangères. Il faut apprendre notamment à parler russe, parce que tout le monde doit parler au moins russe et anglais. C'est les deux langues de base dans le programme spatial. Alors, moi, je parle français. Déjà, alors ça va m'aider à communiquer avec nos collègues français. Je parle un peu japonais, parce que j'ai vécu là-bas. Donc, il y a des langues. Et puis, après ça, il faut se tenir en forme. Il y a tout un côté là, de préparation physique. Puis après ça, il y a la préparation scientifique, se préparer à toutes les expériences qu'on va faire à bord. Donc, le fait que ce soit si varié, ça, je trouvais ça vraiment fascinant. C'est ça qui me plaisait le plus. C'est impressionnant. On ne fait que se projeter dans ce que ça doit être, puis on est déjà fatigué. En chapeau. Ah oui, j'ai une question intéressante ici qui n'est pas dans l'espace, mais qui est sur votre retour sur Terre. Oui. Alors, après un long séjour dans l'espace et l'absence de gravité pendant tout ce temps-là, quel est l'effet quand on revient sur la Terre? Comment on se sent? Ça, c'est tough. C'est tough de s'habituer. C'est vraiment pénible de s'habituer à l'absence de gravité parce que depuis des millions d'années, les êtres humains évoluent sur Terre avec la gravité. Alors, tous les systèmes de notre corps sont organisés pour ça. Donc, c'est incroyable qu'on arrive même à s'habituer à être dans l'espace. Donc, ça prend peut-être un mois, peut-être, avant d'être complètement, vraiment, vraiment habitué, de se sentir comme un poisson dans l'eau. On apprend à voler. On va apprendre à voler d'un endroit à l'autre. Puis il y a tout un côté physique d'ajustement. Mais quand on revient... Et puis donc, à la fin de la mission, on est à son meilleur, en pleine forme, complètement adapté, tout va bien. Et là, on revient sur Terre et là, la gravité nous écrase. Et ça, c'est encore plus difficile que s'adapter à la vie dans l'espace. C'est surprenant, hein? On pourrait penser que notre corps devrait s'en rappeler, c'est comment la gravité, mais on dirait qu'on l'oublie. Et puis, moi, j'ai trouvé ça plus difficile de me réhabituer. Alors, qu'est-ce qui arrive, par exemple? Quand tu vis en microgravité, tu perds complètement le sens de l'équilibre parce que ça n'a pas de sens, l'équilibre. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Alors, au début, ton esprit est très confus à cause de ça et finit par, on dirait, oublier le sens de l'équilibre parce que ça ne sert plus à rien puis c'est mélangeant. Alors, quand tu reviens sur Terre, tu es incapable de te tenir debout. Il faut absolument que tu te tiennes après un mur ou que tu tiennes la main de quelqu'un. Après ça, le sang, quand on est sur Terre en ce moment, ici, le cœur est ici, là, puis c'est plus facile d'envoyer du sang dans les pieds que dans la tête, à cause de la gravité. Mais notre corps est tout organisé pour compenser ça. Quand tu arrives dans l'espace, ça fait que tu as une grosse tête rouge gonflée puis des petites jambes blanches toutes minces parce que le sang va surtout à la tête et ton corps finit par ajuster ça et tu deviens normal. Et quand tu reviens sur Terre, c'est le contraire. La gravité tire ton sang dans les jambes et tu as les grosses jambes rouges gonflées puis tu as toute la tête pâle puis tu veux tout le temps t'évanouir. Fait que tu te sens vraiment... tu n'as pas de sens d'équilibre et tu as le goût de t'évanouir. C'est pas le fun. Tu as la nausée et puis
tu es un peu affaibli, tu as oublié comment marcher, tu as tous les petits muscles de posture, de coordination. Fait que tu es vraiment, vraiment physiquement, c'est vraiment pas le fun. Vraiment pas le fun. Pendant plusieurs semaines, ben heureusement, on est accueillis dans l'amour de notre famille et puis on est accueillis, toute une équipe qui s'occupe de nous. Mais ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile de me réadapter à la gravité. Ouais, c'est revenu. Finalement, je suis correct là, après plusieurs mois, mais il faut passer à travers. Wow. Et au niveau, je vais passer à la prochaine question aussi qui complémente celle-là. En plus de l'entraînement qu'il faut pour arriver justement à habituer son corps et son esprit au défi, quel est le parcours académique? Et qu'est-ce qui était le plus difficile dans le parcours académique? Mais il n'y a pas vraiment de parcours académique défini d'avance pour être astronaute. Là. Il y a des astronautes qui viennent de tous les... Tout le monde a un métier avant d'être astronaute. C'est toujours une deuxième ou troisième profession. Il y a beaucoup d'astronautes qui sont pilotes professionnels parce qu'il y a plein de chevauchements dans ce qui est requis pour être astronaute et ce qui est pour être pilote. Il y a des astronautes qui sont médecins avant, comme dans mon cas, qui sont scientifiques. Il y en a qui étaient enseignants. Donc, c'est toujours un peu dans le côté technique, scientifique, mais il n'y a pas vraiment de chemin déterminé. Ce qui est vraiment important quand on recrute des astronautes, c'est un certain sens de l'excellence, avoir que les gens sont capables d'apprendre. Un astronaute, c'est quelqu'un qui est capable d'apprendre et on sait qu'il va vraiment bien faire son travail, on sait qu'il est capable d'en prendre, si on veut. Donc, il y a un côté d'excellence académique, peu importe le sujet, si on veut, c'est pas juste prouver qu'on est capable d'en prendre puis capable d'apprendre. Après ça, il y a un côté physique. Il ne faut pas être un athlète olympique, mais il faut quand même être en bonne forme. Puis, il faut avoir la chance d'avoir pas de gros problèmes de santé, mais ça, donc, c'est toujours des astronautes, toujours des gens qui ont un bon respect pour leur corps et puis qui sont en bonne santé. Puis après ça, le plus important peut-être, c'est le côté un peu attitude ou personnalité. C'est important chez les astronautes d'avoir... c'est des gens fiables, je dirais. Quand un astronaute dit « je vais le faire », c'est sûr qu'il va le faire. C'est sûr qu'il va le faire. Ou il va essayer, en tout cas. Puis il va te dire si ça ne marche pas. Après ça, quelqu'un qu'il faut être capable de prendre des décisions, prendre des responsabilités, être soit un membre d'équipe ou un chef selon les circonstances, mais être capable de jouer tous ces rôles-là. Fait que ces trois aspects-là sont plus importants que le cheminement académique lui-même. Il y a toujours des minimums. Hein? Il faut au moins une maîtrise dans un domaine scientifique ou médical ou de maths ou quelque chose comme ça, plus un background un peu opérationnel, un sens pour prouver qu'on est capable de... on n'est pas juste dans les livres, qu'on est capable d'agir dans la réalité aussi. Et puis, vous avez bien parlé du côté international de la mission, de la collaboration entre les pays, tout ça. Et j'ai un élève qui a posé une bonne question, qui est la question suivante. Comment faites-vous, maintenant que vous vivez à Houston et que vous travaillez dans un milieu international, pour préserver votre identité franco-canadienne? Ah oui, c'est intéressant ça. Bien, je suis très fier là, de mes racines franco-canadiennes. Mes trois enfants sont nés ici, à Houston, mais ils sont parfaitement bilingues. On a toujours fait attention. Nous, on leur parle français à la maison, c'est très important. On leur s'assure qu'ils apprennent en parallèle à lire, à écrire en français et en anglais. Moi, je continue à consulter dans l'espace même, j'avais les journaux montréalais, et puis Radio-Canada en français, qui m'étaient envoyés, là, un peu compactés, là, les vidéos. Donc, garder contact avec les amis. Puis c'est un peu... ouais, c'est comme je sais pas, c'est tellement profond, ces racines-là, cette culture-là. C'est bien plus que la langue. Hein, tout le monde qui est à l'écoute le comprend. Je trouve que c'est un trésor qui vaut la peine d'être conservé. Mais moi, ça me fait toujours plaisir quand quelqu'un reconnaît mon accent. C'est quoi, non, ça? Même si je parle bien anglais, j'en reconnais quand même quelque chose. Et puis, c'est une fierté que je leur dis que je suis Canadien-Français. Ouais. C'est un défi, définitivement. Et je pense que la plupart d'entre nous, parce qu'on est franco-ontariens et on vient d'un peu partout, Ouais.
on comprend très bien vos propos, puis c'est quelque chose qui est très d'actualité pour nous. Moi, je pense qu'il faut être fier. Il faut être fier de ça. C'est une richesse. Hein? C'est vraiment une grande richesse. Est-ce que vous avez le temps pour 2 autres questions? Allez-y, allez-y. Ouais. Tirer un peu, mais on pourrait passer la soirée là-dessus définitivement, mais on en a 2 dernières. Est-ce que ça va? Oui, allez-y. Oui, parfait. Alors, question très simple. Quelle est, selon vous, votre plus grande réalisation? Ce dont je suis le plus fier, c'est ma famille, je crois. Ouais, j'ai une jeune famille, mais je suis fier de ce que j'ai accompli professionnellement, c'est sûr, mais j'ai surtout eu beaucoup de chance, je pense, et je ne dis pas ça par fausse modestie. Pour être astronaute, il faut l'aide de tellement de gens. Tout le monde voit l'astronaute puis il connaît notre nom et notre visage, mais on est juste un peu le représentant d'une immense équipe. C'est étourdissant, la quantité de gens impliqués. Encore aujourd'hui, je travaillais au centre spatial. Dans mon rôle, quand je suis sur Terre, je suis comme l'opérateur radio pour parler aux astronautes à bord. C'est une immense salle de contrôle, des centaines de spécialistes qui travaillent fort pour nous garder en vie à bord. Nous, on voit juste la pointe de l'iceberg. Donc, je suis fier de ça, mais c'est surtout un travail d'équipe. Alors que les réalisations personnelles, justement, comme la vie personnelle, familiale, ça, c'est un trésor irremplaçable. Fait que peut-être la meilleure réponse, c'est l'équilibre. C'est ça qui est le plus grand défi qu'on a tous. Garder un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, ses espoirs familiaux, tous ses hobbies, ses amis, tout ça. Il faut tout garder ça un peu en équilibre. On ne peut pas tout se garrocher dans une chose. Donc, réussir à garder l'équilibre, c'est vraiment un grand défi. C'est peut-être ça le plus grand défi. En fait, comme pour faire l'analogie avec un pilote d'avion, on imagine un pilote, là, il y a plein de cadrans. Là. Puis chaque cadran, il faut qu'il soit ce qu'on appelle dans le vert. Il ne faut pas qu'il soit en zone rouge ou trop bas. Il faut que tous les aspects de ta vie soient corrects, soient en équilibre. Sinon, ça va mal. Est-ce que ce serait le meilleur conseil que vous puissiez donner à un élève du secondaire? Parce que c'est notre dernière question. Quel est le meilleur conseil que vous leur donner? Je peux s'en donner 2. Ah oui? Ou les meilleurs conseils, on les prend tous. Il y en a un, certainement, c'est ça. C'est de s'efforcer de garder un équilibre dans sa vie, de ne pas juste faire une chose. Quand on est au secondaire, en plus, les adultes vont comprendre ce que je dis. Hein? Éventuellement, la vie nous rattrape, puis on est obligé de se spécialiser, puis on est obligé on n'a comme plus assez de temps dans une journée. On dirait que quand on est au secondaire, c'est encore une chance qu'on a de penser large, de toucher à tout, de lire un peu sur tout, de se faire une culture générale. Donc, rester en équilibre, s'occuper de son corps, de rester en santé, s'occuper de sa famille, s'occuper de ses amis, s'occuper de ses études. Il y a plein de choses dans lesquelles on peut de sa communauté. Donc, cet équilibre-là, c'est difficile et il n'est jamais trop tôt pour commencer cet exercice-là, d'essayer de tout garder un peu, toutes les balles dans les airs. 1. 2, écouter son cœur pour trouver un rêve. C'est quoi notre rêve? On a tous un rêve. Puis des fois, il est complètement fou. Il n'y a pas d'allure. Il est impossible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un rêve, des fois, c'est pas une destination. C'est comme juste une direction. C'est juste ton rêve, ça te donne à chaque jour quand tu te lèves une idée dans quelle direction je devrais faire un pas ou 2 pas aujourd'hui. Peut-être que je ne me rendrai jamais, c'est pas grave. C'est pas un échec si on ne se rend pas à son rêve. L'échec, c'est de même pas essayer. Puis de laisser quelqu'un d'autre décider pour soi. Mais si vous avez... Ayez pas peur de votre rêve. Trouvez-le. Et puis, allez calmement, un petit pas à la fois dans cette direction-là. Et on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être que vous allez changer d'idée, la vie va nous faire un virage, on va faire autre chose sur le rêve. C'est pas grave, mais au moins on avance. Donc, cette puissance, cette capacité-là qu'a le rêve de nous faire avancer, de nous faire progresser, de nous motiver au quotidien, ça, c'est vraiment fantastique. Et ça commence, ça commence quand on est jeune. Moi, j'avais un peu un rêve complètement impossible je l'ai encore, de tout comprendre. Je n'arriverai pas. Puis, c'est pas grave. Mais je vais m'essayer, par exemple. Je vais m'essayer.
Ouais, comme inspiration et vision pour notre école, je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber. Alors, chapeau à vous d'avoir accepté. Grand merci aux gens de Viamonde d'avoir fait cette demande-là. Puis si je comprends bien, c'est fait quand vous étiez dans la station spatiale. C'est quand même Oui, c'est ça. particulier. Oui, j'étais Je- à je- bord. C'était très touchant. C'était très touchant. Puis j'étais peiné quand j'ai su que, tu sais, avec toutes nos restrictions actuelles, peut-être que l'événement n'aurait pas lieu, je ne sais pas quoi. Mais alors, merci d'avoir organisé ça. Ça fait plaisir. Je me balade sur mon écran, je regarde des gens qui sont connectés. Et puis, c'est touchant de penser qu'il y a il y a des élèves de l'école comme ça, des parents, des professeurs, des visiteurs. C'est tout un privilège. J'espère avoir la chance d'y aller un jour en personne. Puis encore, ouais, il va y avoir un après. Ouais. On est ah, capable de passer à absolument. travers ça. Vous serez On va toujours passer à les travers ça. bienvenus dans votre école et on espère, nous aussi, on se croise les doigts pour pouvoir refaire cet événement-là, mais en vrai, quand la pandémie sera terminée et qu'on sera de retour dans l'école. Ça fait plaisir. Alors, on va maintenant je vais inviter les gens à faire une visite virtuelle de l'école. On a pris des photos 360 de l'intérieur de l'école. Alors, vous êtes le bienvenu si vous voulez rester avec nous, mais je sais que votre agenda est très rempli, alors Ouais, non, je dois retourner à ma ça va famille très bien. maintenant. Ben OK. oui, alors, meilleures salutations à votre famille. Merci beaucoup. Et Bye bye puis, tout le monde. Merci. au plaisir de se revoir. Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement de vous expliquer l'école d'abord à travers le visuel. Et ensuite de ça, on ira avec la présentation du personnel, que vous puissiez mettre des visages sur les noms de l'équipe de David Saint-Jacques. Et ensuite de ça, il y aura une petite présentation PowerPoint sur la programmation de l'école, sur les activités de l'école, sur les cours, etc. Et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Vous pouvez encore une fois les poser dans le clavardage, puis ça va me faire plaisir de les répondre au fur et à mesure. Alors, je vais prendre le contrôle de la souris ici et pour vous amener sur le devant de l'école. Alors, ce que vous voyez ici, c'est le stationnement du personnel au devant de l'école. C'est un stationnement qui est très, très grand. Et présentement, je viens de vous amener sur la façade de l'école. Vous faites présentement face à l'entrée principale. Alors, si on continue, là, on a fait un petit saut du corridor de l'entrée. Vous êtes directement dans le gymnase de l'école présentement. Alors, vous voyez, c'est un gymnase pleine grandeur dans lequel on a terrain de badminton, on en a 6 terrains de volleyball. Il y a une possibilité d'en avoir un grand central ou des latéraux. Ce que je vous montre présentement ici, c'est le plafond avec le rideau pour vous montrer que le gymnase se sépare en 2 demi-gymnases aussi. Et au moment où cette photo-là a été prise, les estrades n'étaient pas encore arrivées, mais ça devrait arriver très bientôt. Alors, ici, vous voyez les taureaux, qui est notre mascotte, et on cherche un nom présentement pour la mascotte. Elle va être nommée rapidement. Alors, ce qu'on aime le plus, évidemment, c'est un gymnase qui est pleine grandeur, dans lequel on peut faire les tournois secondaires. Ça répond à toutes les normes. Et un plancher de bois, donc un vrai gymnase pour faire des sports de qualité. Donc, les fenêtres que vous voyez ici, en haut, complètement, sont les fenêtres de notre salle d'entraînement. Je vais vous la montrer de l'intérieur quand on va aller au 2e étage tout à l'heure. Vous allez voir, on a une belle salle d'entraînement pour compléter notre programme sportif. Et à l'arrière de l'école, on a aussi un terrain pleine grandeur pour le soccer ou football européen et rugby, qui est un pleine grandeur en gazon, donc qui répond aussi aux normes des tournois. Ici, vous êtes présentement, je vous fais faire le tour, vous êtes présentement dans la cafétéria, donc vous voyez, quand la photo était prise, les tables étaient serrées. Mais ça vous donne une idée de la luminosité et de la grandeur du bâtiment et de la cafétéria. Ceci donne sur la scène où on peut faire des présentations, les spectacles, on peut aussi la fermer complètement pour faire le cours de théâtre, d'art visuel. Et si vous prenez la porte où est la main ici et que vous traversez l'arrière-scène et la salle des artistes, vous arrivez dans le gymnase. Donc, présentement, on est sur la scène. On a pensé à tout dans la conception de l'école, même à l'ascenseur monte-charge pour les gens qui auraient besoin d'assistance pour monter au niveau de la scène ou pour les choses plus lourdes. Et là, vous avez une vue de la cafétéria et l'autre côté, c'est une vue du gymnase.
On a fait un petit saut ici, on est dans les bureaux de l'administration qui donne avec la boîte aux lettres, qui donne sur l'entrée de l'école. Et à côté de l'administration, vous avez le corridor qui amène sur une bibliothèque à air ouverte, qui fait office de foyer d'école aussi. Et ici, on continuait au fond, là où ma main se déplace. On arrive à la cafétéria où on était tout à l'heure. Et vous avez la scène juste ici à votre droite. Alors, on est dans la bibliothèque présentement. Évidemment, il va y avoir beaucoup plus de livres et de manuels que ça. Alors, les photos ont été prises avant qu'on puisse compléter l'école au niveau des ressources. Mais ça s'en vient, on travaille fort là-dessus présentement. Présentement, nous sommes dans une salle de classe qui est la salle de classe de robotique. Vous allez voir tout à l'heure, on a une programmation très axée sur les technologies. Du fait qu'on soit dans la région de Kitchener-Waterloo, du fait aussi que c'est la tendance générale des écoles et des ministères de l'Éducation pour préparer les jeunes à un avenir de plus en plus technologique. Alors, on a la chance d'avoir une super salle qui est dédiée à la réalité virtuelle et à la robotique. Ce que vous voyez ici, c'est une arène. Alors, pour faire des concours d'habileté de robots, etc., on a une arène. Et autour, en L, on a un peu comme à Houston, en fait, le poste de contrôle de tous ces robots-là. Juste en face, c'est la salle de programmation informatique. Alors, vous voyez comme dans chacune de nos salles, on a des tableaux interactifs et des tableaux blancs plus traditionnels. On a ça dans chacune des salles. Et cette salle-ci est juste en face de la salle que je viens de vous montrer, qui est la salle de robotique. Alors, on est dans la même salle encore une fois. Je vais juste sauter ça un petit peu. On traverse le corridor. Et là, présentement, on est dans la salle d'art parce qu'on n'est pas que technologique, on est aussi artiste. Et on a une belle, grande salle d'art très éclairée avec beaucoup d'espace, tableau interactif aussi et tout ce qu'il faut pour que les élèves puissent faire de l'art à leur gré. En face, la salle de musique. Alors, avec les instruments de base pour faire de l'harmonie, etc. Et des salles aussi ici en l'arrière, insonorisées pour pouvoir faire des pratiques d'instruments particuliers. On est présentement au 2e étage. Et au 2e étage, c'est très éclairé comme école et on a la particularité d'avoir juste en haut de l'escalier, ça c'est l'escalier que les élèves vont prendre à chaque matin pour aller à leur cours. Vous avez un comptoir où il y a 8 stations de charge pour les ordinateurs. Alors, on a un programme d'ordinateur portable pour chaque élève. Donc, les élèves vont avoir la possibilité à l'heure du lunch, dans les pauses ou quand les enseignants décideront de leur faire du travail plus libre en sous-groupe, d'aller dans des endroits comme ça où la vue est superbe puis on peut travailler avec beaucoup de plaisir. Alors, ça ici, c'est une vue du corridor du 2e étage. Vous allez remarquer que nos casiers, il y a des rappels de couleurs, des couleurs de notre école, de notre logo un peu partout. Si on traverse le corridor au complet, vous avez la même chose de l'autre côté. Donc, une autre station de travail. Et présentement, vous êtes dans la salle d'entraînement. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré, vue du gymnase, 2 fenêtres qui donnaient une vue sur la salle d'entraînement. Alors là, présentement, vous êtes à l'intérieur. Donc, vous voyez, on a beaucoup d'équipements. Quand cette photo-là a été prise, les miroirs sur le mur du fond n'étaient pas encore installés. Maintenant, ils le sont. Et on a tout ce qu'il faut au 2e étage pour faire de l'entraînement, du conditionnement physique. Et ça va être utilisé aussi dans les cours d'éducation physique. Alors, je continue. On est dans la salle des sciences. Alors, présentement, ici, vous êtes en chimie. Donc, nous avons évidemment des chaises plus hautes sur roulettes. Les élèves adorent ça. Des microscopes, des tables avec revêtement époxy pour résister aux produits chimiques, etc. Là où je vous mets la main présentement, c'est une hotte pour faire des expériences sécuritaires. Et j'ai le plaisir de vous dire que dans la photo, les dessus de comptoir n'étaient pas encore installés et aujourd'hui, ils le sont.
Alors, c'est toute une salle de sciences que les élèves ont. Un de nos plus gros cadeaux qu'on a comme école, c'est l'espace. C'est très rare d'avoir de grandes nouvelles écoles. Et en plus, tout dans l'école est neuf. Alors, on n'a rien déménagé au niveau du mobilier qui était usagé. On a commencé une école complètement neuve. Alors, les élèves de la première cohorte vont être excessivement chanceux d'avoir cet environnement-là. Présentement, je viens de vous amener dans une classe titulaire. Donc, c'est la classe, celle-ci, des 7e années, et chacune des classes est semblable. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des pupitres qui sont de type flow desk, alors avec 2 roues sur 4 pattes. Ils peuvent se mettre facilement en groupe de 4, en groupe de 5 quand on veut faire du travail de collaboration, ou se mettre en individuel, par exemple pour les examens ou d'autres choses comme ça. À l'arrière de la classe, les chaises rouges. C'est tout simplement des chaises plus surélevées à roulettes sur des tables. Alors, l'idée de l'aménagement flexible, c'est de permettre aux élèves de travailler dans un environnement dans lequel ils sont bien. Alors, si cette journée X-là, l'élève dit « Ah, mais moi, j'aimerais mieux être plus haut aujourd'hui, je vais être plus confortable. » Alors, c'est là qu'on va. Et si on est plus confortable au niveau d'une chaise et d'un pupitre plus traditionnel, c'est là qu'on va. Alors, il n'y a plus nécessairement les rangées de pupitres et les choses qu'on connaît, mais il y a un environnement de travail qui est flexible. Et les enseignants aussi participent à des formations en aménagement flexible pour utiliser cet aménagement-là au maximum. Là où il y a la main présentement, en fait, c'est des pupitres qui se lèvent. Donc, il y a un piston dans le pupitre, tout simplement, une pression d'air, et ça permet aux élèves de travailler debout. Alors, si après X nombre de minutes, d'heures, des fois, on est fatigué d'être assis, on a envie de changer de position, à ce moment-là, il y en a un dans chaque coin de la classe comme ça. Les élèves peuvent se lever. Il y a même un appui-pied ici. Et ça permet aux élèves de changer de position et de continuer d'apprendre. Évidemment, toutes nos classes ont un tableau interactif en plus des tableaux blancs et beaucoup de rangements. Alors, ici, vous êtes dans la même classe, mais à l'arrière. Puis, pour vous donner une bonne idée, ça donne probablement le goût de retourner à l'école. En tout cas, moi, définitivement, j'aurais aimé ça dans mes années secondaires, avoir une école comme ça. Puis c'est un grand privilège que le conseil scolaire nous ait donné les moyens de mettre en place notre vision de l'école à travers le mobilier. Alors, il y a plusieurs photos de la même pièce. J'en passe quelques-unes assez rapidement. Mais ce lien-là sera sur le site Internet de l'école. Vous pourrez prendre le temps de le revisiter. Ici, on est dans la salle du conseil étudiant. Alors, je vais vous les présenter tout à l'heure. Nos élèves, notre gouvernement étudiant, ils sont très impliqués. Et ça, c'est la salle où ils vont se rencontrer, prendre des décisions, organiser des activités. Alors, c'est un mélange, encore une fois, au niveau de l'aménagement flexible, de tables plus basses, de tables plus hautes. Et ce que vous avez dans le coin, là où il y a ma main, ce sont des beanbags musicaux. Alors, il y a un système de son là-dedans. Ça permet aussi de relaxer et d'écouter sa musique. Alors, c'est un mélange d'endroits de travail, de décision et d'endroits pour tout simplement se rencontrer et décompresser parce que c'est vraiment important. Alors, vous avez encore ça. Celle-ci, je vous la passe rapidement. C'est la salle du personnel, tout simplement. Alors, les élèves vont y passer peut-être un peu de temps, mais beaucoup moins que le personnel. Alors, c'est pour le midi, les lunchs, etc. Je vous amène présentement à l'extérieur de l'école, la partie arrière. Ce qui est intéressant ici, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement la demi-lune des autobus. Alors, quand les autobus vont venir le matin ou l'après-midi, vont tout simplement ne pas être sur la rue, mais venir ici dans le grand stationnement pour faire un demi-tour. Et les élèves vont rentrer par le côté de l'école à l'arrière ici. Donc, loin des stationnements du personnel, loin des parents, des voitures qui pourraient venir reconduire certains élèves. Et en l'arrière, ici, on ne le voit pas très bien dans la photo, mais c'est notre grande cour d'école avec ce qui va être le terrain de soccer et de rugby qui va être semé dès que la température le permet et devrait être prêt en septembre prochain si tout va bien.
Alors, ça fait le tour au niveau des diapositives. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les envoyer dans le clavardage, puis ça me permettra d'y répondre. Autrement, on peut toujours y revenir un peu plus tard. Maintenant qu'on a découvert l'école, le bâtiment, la vision derrière l'architecture, j'aimerais vous présenter le personnel de l'école. Parce que définitivement, une grande force de David Saint-Jacques, c'est la qualité de son équipe et la qualité du travail en équipe qu'on y fait. Donc, la façon dont on va fonctionner, tout simplement, c'est que je vais laisser micro et caméra aux enseignants qui vont juste pouvoir, à tour de rôle, vous dire un petit bonjour et aussi aux membres du personnel non enseignants. Donc, vous avez la liste à l'écran présentement. Et puis, M. Daval, s'il est encore connecté, je l'ai vu tout à l'heure, pourrait peut-être juste prendre le micro, la caméra et dire un petit bonjour. Monsieur Laurent, Oui. malheureusement, les enseignants sont entrés dans le système comme invités. Alors, ils n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur micro eux-mêmes. Je comprends. Alors, je peux essayer de trouver Monsieur Daval dans la liste, puis lui donner droit de parole, mais ça risque d'être un peu compliqué. Là, on est quand même une centaine de personnes. Absolument. Ben, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Oui, je vois un petit mot de M. Daval qui dit qu'il est en sourdine. Ce que je peux faire, c'est je peux tout simplement vous les présenter rapidement. Et puis, à la fin, selon le temps qu'on restera et les possibilités techniques, peut-être qu'on pourrait leur donner le micro. Est-ce que ça pourrait fonctionner? On fera une tentative plus tard. En fait, ce que je peux faire, par contre, c'est temporairement autoriser les gens à ouvrir leur micro eux-mêmes. Puis, une fois la présentation sera terminée, je pourrai reconfigurer le tout là, pour mettre tout le monde en sourdine. Ça va? Oui, ça me va. Parfait. Alors, j'attends quelques secondes. Alors, M. Daval, est-ce que vous pouvez essayer d'ouvrir votre micro? Oui, ça fonctionne. Okay. Bonjour tout le monde. Merci, M. Brisebois, pour cette présentation, parce que c'est super. Donc, bienvenue à tout le monde dans notre vaisseau spatial, là, David Saint-Jacques. Décollage immédiat, un peu retardé, mais on est tous impatients de commencer, de voir les élèves rentrer, prendre possession des lieux et puis donner un peu de personnalité, parce que c'est vrai que pour l'instant, c'est tout neuf, on a cette chance. Mais c'est aussi les premières années qui vont donner le ton. Donc, on est vraiment impatient de commencer. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut très bien sentir l'enthousiasme de M. Daval et c'est contagieux. Est-ce que Mme McKenzie est capable de prendre le micro? Oui. Ah oui, voilà. Bonjour tout le monde. Après le beau discours de M. Daval, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que selon moi, les murs de l'école sont un peu trop blancs, donc j'espère qu'on va pouvoir ajouter un peu de couleur là-dessus bientôt. Mais on est vraiment chanceux d'avoir une super belle école et je sais que les élèves ont super hâte et j'ai vraiment hâte de voir qui d'autre va venir nous joindre. Et dans le fond, j'ai juste hâte de sortir de chez moi et d'aller dans l'école, mais bon. C'est ça. C'est une hâte partagée. J'imagine, oui. Parfait. Alors, merci, Mme McKenzie. J'avais dans la liste, en suivant, M. Genet. M. Genet qui enseigne le français. Bonjour tout le monde. Oui, c'est bon. J'ai activé mon micro. Alors, vraiment content de voir cette présentation de l'école, de vous voir tous présents aujourd'hui. Moi, j'enseigne le français, l'éducation physique et la santé en ce moment à l'école secondaire David Saint-Jacques. Et puis, j'ai vraiment hâte de vous retrouver en vrai. L'école virtuelle, c'est bien, mais en vrai, c'est encore mieux. Moi, j'ai hâte de faire du sport avec vous. Mon background, j'ai participé aux Jeux olympiques en 2012, donc c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. Mais la francophonie, comme M. Saint-Jacques l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui est très profondément ancré chez moi. Et franchement, j'ai hâte de partager cette francophonie-là avec tous les élèves. Donc, en espérant vous voir bientôt, tout le monde.
Merci, M. Genet. Donc, présentement, enseigne le français, l'éducation physique. Tout à l'heure, on ne l'a pas mentionné, mais Mme Jessica McKenzie, qui a une passion pour l'art, évidemment, enseigne l'art, entre autres, aussi plusieurs matières, alors que M. Daval est du côté des mathématiques et des sciences. Et présentement, j'aimerais passer la parole à Mme Catherine Nganga, qui est notre enseignante ressource, qui fait de l'appui en individuel ou en petit groupe à nos élèves. Je crois que j'ai le micro, je ne sais pas, j'ai l'impression que oui. Oui, ça va bien. C'est très bien. Alors, je me présente Catherine Nganga. Ça me fait plaisir, vraiment, quelle belle présentation. Merci à vous tous. Ce que je peux dire, c'est que j'ai hâte vraiment qu'on se retrouve à l'école. Quelle belle école. Hein, et de me retrouver avec mes collègues et surtout, tous les élèves. Alors, ça nous fera un grand plaisir et vivement la rentrée dans l'école. Bientôt, espérons. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Et les orteils. Ah, oui, et les orteils aussi. Il ne faut pas oublier les orteils. Tout ce qu'on peut croiser. Tout. Exact. Oui. Merci beaucoup. Alors, on a Mme Marie-Christine Côté, qui n'est pas enseignante à David-Saint-Jacques cette année, mais évidemment, c'est le temps de l'année présentement où on établit les postes graduellement vers l'année prochaine. Mme Côté a obtenu un poste à David-Saint-Jacques. Elle enseigne présentement l'éducation physique à l'École de l'harmonie. Alors, Mme Côté, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Quelle belle présentation, sérieusement, tellement motivante. J'ai presque le goût de devenir astronaute. Il a dit que les enseignants pouvaient devenir astronautes, donc après David Saint-Jacques, peut-être que ce sera ma 3e carrière. On ne sait jamais. Donc, l'année prochaine, je m'en vais rejoindre l'équipe du secondaire. Je vais avoir la chance de suivre des élèves que je connais depuis la maternelle, de continuer à leur enseigner, de continuer à faire de l'impro avec les élèves. Donc, depuis quelques années, je m'occupe de l'improvisation en 7e, 8e année. Donc, mes impros terrestres, j'ai hâte de vous retrouver, hâte de transmettre cette passion-là aux élèves l'an prochain et puis de passer du temps dans cette merveilleuse école. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Mme Bébanou est en ligne, mais si elle est en ligne, elle est enseignante aussi chez nous à David-Saint-Jacques, présentement en retour, donc en transition. On est en transition entre Mme McKenzie et Mme Bébanou. Mme Bébanou, si vous êtes en ligne, je vous donne le micro. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non? Oui, très bien. OK, super. Merci pour cette belle présentation. Ça me donne le goût d'aller à l'école, à la nouvelle école. C'est excellent. Merci pour M. David Saint-Jacques pour ce mot motivant, inspirant. Et j'ai hâte que cette pandémie termine et qu'on retourne à l'école en vrai. Merci beaucoup. Merci. On a tous bien hâte. On a aussi des employés de soutien très importants au niveau de l'école, dont une personne toujours ressource là, et pour les parents et pour les élèves, qui est dans toutes les écoles, la secrétaire. Donc, on a Mme Liad Vézina, qui est au secrétariat, qui fait partie de l'équipe d'administration avec moi. Je ne sais pas si Mme Vézina est en ligne. Oui, je suis là. Je suis là. Allô? Bonjour, on entend bien. Allô tout le monde, mon nom est Liad Vézina, je suis la secrétaire à David Saint-Jacques. J'ai bien hâte d'accueillir les élèves et les parents, puis j'ai hâte de retourner dans cette belle école. Merci. Bien, merci beaucoup. Mme Vézina a travaillé très, très fort pendant plusieurs mois pour le sprint final de préparation de l'école. Alors, je peux vous dire que l'école est tout à fait prête et qu'on a tous très hâte. Merci. On a aussi Mme Charbonneau, qui est notre bibliothécaire, qui elle aussi a beaucoup de plans sur la planche de monter toute la collection et l'esprit de notre bibliothèque. Alors, je ne sais pas si elle est en ligne présentement. Oui, je suis là. Oui, bonjour. Tu m'entends? Oui. Non, bonjour, je suis Julie Charbonneau, donc je suis la bibliothécaire. Vous avez vu, la bibliothèque qui est encore vide. J'ai vraiment hâte de la remplir de livres, partager avec vous la passion de la lecture. Donc, c'est vraiment mon rôle, c'est de promouvoir la lecture auprès des élèves, puis de vraiment trouver... il y a un livre, je crois, pour chaque lecteur. Puis aussi, j'ai un rôle aussi plus au niveau de la littératie informationnelle. Donc, c'est d'accompagner les élèves dans leur recherche
dans leur communication de l'information, leur compréhension. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la bibliothèque vivante avec des élèves dedans. Donc, de vous voir dans la bibliothèque. Merci. Génial, bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Monpetit est en ligne, M. Michel Monpetit, qui est notre concierge et qui a un rôle très important présentement en temps de pandémie, de garder notre belle école toute propre. Même présentement en temps de fermeture, il est à l'école pour s'assurer que le milieu soit le plus sain possible. Alors, mais je ne suis pas certain s'il est en ligne. Est-ce que vous êtes en ligne, M. Monpetit? Non, je ne crois pas. Il y avait peut-être une possibilité qu'il ne puisse pas se connecter ce soir, mais toujours est-il qu'il vous passe le bonjour. Il était à l'Harmonie avant, donc il y a plusieurs élèves qui le connaissent bien. Très sympathique, travaille très bien. On a une chance, grande chance pour nous de l'avoir dans l'équipe. Alors, tout comme c'est une grande chance d'avoir une équipe d'aussi grande qualité, j'ai travaillé dans plusieurs écoles et c'est vraiment un privilège d'avoir une équipe aussi bonne et c'est une rareté aussi. Alors, j'espère qu'en vous donnant un petit mot en ligne, on a réussi à vous passer la qualité de l'équipe et de l'esprit d'équipe. Mais évidemment, ça va être quand on va avoir la chance de voir tout le monde en vrai dans l'école qu'on va vraiment sentir l'esprit de notre école. Alors, parlant d'école, on parle d'élèves. Et les élèves très importants sont ceux du Conseil des élèves. Alors, la plupart, je crois, sont en ligne maintenant. Mais plutôt que de prendre la parole, ils vous ont mis à l'écran, je vous ai partagé des photos qui les représentent avec leur nom. Et en même temps, je prends 2 minutes pour les remercier. Les activités de l'école, la consultation pour toutes les activités de l'école, ce qui est important, ça vient d'eux. On leur donne beaucoup de leadership et d'importance à nos élèves à David-Saint-Jacques. Ça fait partie de notre ADN et on les remercie de leur grande collaboration. Alors, on a Mathieu, on a Noah, on a Daniel, on a Caitlin, Adrien, on a Hugo, on a Aline, on a Ella aussi. Un grand merci. Ils apportent énormément à notre école. Et merci aussi à M. Daval qui gère le conseil des élèves et qui fait des rencontres hebdomadaires qu'on continue maintenant, même en temps de pandémie, en ligne à chaque semaine. On continue les activités au niveau de l'école. Alors, ici, vous avez nos élèves de 7e-8e année. On voulait vous partager des photos parce que rien de plus important dans une école que les élèves et c'est toujours très agréable de les voir. On a vraiment hâte de rentrer dans notre école et de les revoir. Pour le reste de la présentation, est-ce que vous voyez bien mon écran présentement? Est-ce que vous arrivez à bien voir? Oui, juste m'envoyer un petit mot. Je veux juste être sûr que oui, tout va bien. Oui, parfait. OK, merci. Je vous présente un petit peu le parcours pédagogique de notre école qui inclut et la sélection des cours, des activités, des sports, etc. Évidemment, je vais passer un peu plus de temps sur les années 7, 8, 9, 10 que sur les années 11, 12. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à m'arrêter ou à poser des questions. Et cette présentation-là va être dès demain sur le site Internet de l'école. Vous pourrez la reconsulter parce que quand on approche des cours à crédit, donc 9, 10, 11, 12, ça peut devenir un peu technique. Des fois, ça prend un peu de temps à bien saisir toute l'information. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas clair ou si je vais trop vite. Alors, la première chose, c'est qu'on doit se poser la question comme école, pourquoi on fait ce qu'on fait et quels sont nos buts. Donc, c'est à la base de tout ce qu'on fait. Et nous, à notre base, dans notre ADN, c'est vraiment la promesse d'excellence via monde que je vous invite à consulter. Alors, ce qu'on veut, c'est de permettre à chaque élève, à chacun de nos élèves, de se développer de son plein potentiel au niveau de sa personnalité, de qui il est et de ce qu'il sait ou de ce qu'elle sait aussi tout au long de son parcours scolaire. Alors, pour nous, c'est extrêmement important. On est une école très technologique, oui, mais surtout très humaine. Et pour nous, chaque élève est important. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est, sachant ça, l'importance qu'on donne à chaque élève, pourquoi les élèves, eux, devraient-ils continuer leurs études secondaires à David-Saint-Jacques après avoir fait, par exemple, 6 ou 7 ans à l'École de l'Harmonie ou à l'École de l'Odyssée ou ailleurs?
Alors, les raisons qu'on a trouvées sont très simples. La toute première, on en a parlé tout à l'heure avec David Saint-Jacques, c'est la chance qu'on a d'être francophone, la fierté que ça représente, cette culture-là, et la chance qu'on a aussi de connaître plus qu'une langue. Alors, l'idée de continuer le secondaire en français, c'est de continuer à bâtir sur ces acquis-là. À partir de la maternelle, des fois bien avant, on demande aux élèves d'apprendre 2 mots, 3 mots pour chaque chose. Et c'est important de continuer au secondaire parce qu'autrement, ce qu'on ne pratique pas, bien, ça s'oublie. Et pour faire vraiment partie de la communauté francophone à 100%, bien, selon nous, il faut y travailler au moins jusqu'à la fin de son secondaire. C'est un minimum. Alors, on va s'assurer d'avoir cet environnement-là qui est inclusif, qui est bienveillant, qui est francophone, qui est bilingue, tout au long du parcours secondaire. Un avantage aussi pour les élèves, les parents, c'est que oui, on a une petite école. Ça se peut que dans une petite école, parfois, il y a des compromis à faire parce qu'on est moins de gens. Mais il y a un avantage qui surpasse tout ça et c'est celui qu'on est une école personnalisée. Chaque élève est important, chaque élève a sa place, est connu et reconnu. Alors, ce n'est pas une grande école secondaire avec des ondes grises ou des élèves qui se faufilent là-dedans sans qu'on leur dise bonjour à chaque jour. Nous, chaque personne est importante. Malgré la petite taille de l'école, on a beaucoup de clubs, d'activités et on est très à l'écoute de ce que les élèves nous demandent comme activité. Viamonde en organise une foule et il y a des activités aussi dans notre communauté auxquelles on va participer dans un but que les élèves se développent complètement au niveau de son potentiel et de sa personnalité. Et évidemment, une école a pour but d'offrir la meilleure préparation académique possible pour les écoles postsecondaires. Et vous allez voir au cours de la présentation que c'est ce qu'on a préparé pour vous. Alors, la première étape, la transition. Parce que pour nous, les élèves de 7e-8e année sont au secondaire, vous l'avez compris, et ce sont des années où on met en place la fondation. Alors, quand nos élèves arrivent en 7e année, à partir de septembre prochain, ce qu'on offre, c'est un programme qui s'appelle Perspective internationale. Alors, c'est un programme qui fait le curriculum provincial régulier, auquel on ajoute une dimension internationale pour préparer les élèves, vous allez le voir plus tard, au baccalauréat international qu'on a l'intention d'offrir pour la 11e et la 12e année, qui est un programme enrichi. Donc, tous les élèves, à partir de la 7e année jusqu'à la 10e année, vont faire cette préparation-là enrichie qui est accessible à tout le monde et qui donne les outils nécessaires pour faire le choix une fois en 11e ou 12e année. Est-ce qu'on veut continuer dans le programme enrichi international? Est-ce qu'on veut continuer aller plutôt dans le programme régulier provincial? Les élèves auront un choix, mais tous seront préparés. Ou est-ce qu'on veut se spécialiser dans quelque chose d'un peu plus technique, un peu plus pratico-pratique, qui sera la MHS à partir de la 11e et la 12e année? MHS, c'est une majeure haute spécialisation. C'est un programme plus pratique qui est offert à partir de la 11e année. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ça semble bien aller. J'ai des oui. OK. Alors, comment tout ça s'est construit? Donc, l'architecture de nos programmes, je viens de vous l'expliquer rapidement. 7 à 10, c'est pour tout le monde et c'est à portée de tout le monde. On a de l'appui, on a des enseignants en ressources. Alors, même si c'est un programme enrichi, ce n'est pas un programme élitiste. C'est un programme qui est préparatoire pour tous. À partir de la 9e année, là, c'est le début des choix de cours. Et on doit se poser la question, à savoir, je continue à toucher à tout en 9e année, mais vers quel domaine je pense me diriger? C'est important de le savoir pour faire des choix de cours qui nous amèneront à notre destination choisie. En 10e année, alors là, les élèves peuvent s'inscrire pour être admis dans les différents parcours éducatifs, que ce soit le programme provincial régulier, le programme IB enrichi ou la majeure haute spécialisation. Mais tout le monde va avoir la possibilité de trouver un parcours qui lui convient. Okay? Très important, tous ces programmes-là, chacun d'eux, mènent à une diplomation provinciale bilingue. Alors pour nous, le français est une langue première, l'anglais est une langue première aussi. C'est un diplôme complètement bilingue. Et c'est important parce que ça ouvre énormément de portes. Dans le cas du IB, ou du BI, baccalauréat international, des fois je dis IB, c'est l'appellation anglaise, mais on parle de la même chose. Ça mène aussi à une diplomation du BI qui est supplémentaire et même chose au niveau de la MHS.
Alors, si on y va un petit peu plus en détail, le programme préparatoire, l'idée de ce programme-là, c'est de vraiment assurer une préparation complète. Alors, par exemple, le programme du baccalauréat international a un programme qui lui est propre, qui s'appelle le programme du PEI, donc le programme d'études intermédiaires. Et le programme du baccalauréat, le programme Perspective internationale, en fait, est en parallèle à celui-ci, mais c'est un programme maison. Et ça permet aux élèves de commencer à apprendre, à travailler par eux-mêmes, à développer leur autonomie, à s'ouvrir sur le monde aussi, à se poser des grandes questions et à aller un peu plus loin que le simple curriculum. Donc, on fait beaucoup d'études, on fait de la réflexion, on fait beaucoup d'expérientiels aussi dans le cadre de ce programme-là pour s'assurer que tout le monde soit très, très prêt si l'élève décide de continuer sur un programme enrichi ou tout simplement qu'il y ait eu un petit plus à son éducation si on décide de continuer dans le programme provincial. Okay? Alors, évidemment, on va parler d'enjeux locaux, régionaux, nationaux, internationaux. La pandémie actuelle en est un très bon exemple. On veut que nos élèves soient engagés. On veut que nos élèves développent leurs connaissances, leurs compétences, leur langage. Et on veut vraiment que tout ceci soit ancré dans un contexte qui est réel et qui est relié à leur vie. Alors, c'est ce que les élèves vont faire entre la 7e et la 10e année. Et c'est basé sur plusieurs documents et cadres d'appui importants. Quand la base est faite, maintenant, on peut construire là-dessus. Et on tombe dans la programmation de 9e et de 10e année. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rendu en 9e année, les crédits commencent à compter. Alors, les années préparatoires 7 et 8 sont complétées. Et présentement, les cours de 9e année vont être organisés en 3 types. Il y a 3 niveaux. Chacun de ces niveaux-là permet la diplomation et donne des crédits. Et l'idée est d'offrir un niveau qui correspond au profil de chaque élève. Alors, les niveaux sont théoriques, appliqués et ouverts. Okay? Je ne vous lirai pas toute la description, mais en gros, un cours théorique va vraiment au niveau des concepts un peu plus abstraits. Un cours appliqué, comme son nom le dit, traite un peu d'abstraction, mais aussi de notions plus près de nous, plus appliquées. Et un cours ouvert est un cours qui va être souvent plus dans l'expérientiel et qui va toucher un peu à tout. Alors, dans le formulaire que les élèves qui sont en 8e année cette année, qui vont être en 9e l'année prochaine, ont rempli, ils ont dû faire des choix. Et ces choix-là, évidemment, sont aussi basés sur la recommandation des enseignants et l'acceptation des parents. Donc, c'est une conversation qu'on engage avec les enseignants, avec les parents, pour s'assurer d'amener chaque élève à la bonne place. Okay? Donc, les choix de cours se font à la fin du premier semestre, etc. Et évidemment, on commence en 9e et 10e année à parler de prérequis, c'est-à-dire de cours qu'on doit faire pour pouvoir prendre un autre cours. Ça se passe entre la 9e et la 10e année. Il y a certains cours qui doivent être réussis pour pouvoir passer à d'autres cours. Okay. Donc, ensuite, la finale d'excellence, c'est pour notre 11e et 12e année. Alors, nos élèves, là, ont développé leurs habitudes de travail, ils ont développé leurs compétences du 21e siècle, ils sont ouverts sur le monde, ils ont appris à apprendre, ils ont fait de l'expérientiel, ils ont fait du théorique, etc. Maintenant, on est prêt pour la diplomation finale. Et entre la 11e et la 12e année, on offre 3 parcours différents pour, encore une fois, aller chercher chaque profil d'élèves selon leurs intérêts et selon leur destination post-secondaire. Ça peut être soit le programme régulier de l'Ontario, ça peut être le programme du diplôme du baccalauréat international ou ça peut être la majeure haute spécialisation. Okay. Donc, le programme provincial de l'Ontario, qui est excellent. En fait, l'Ontario se classe dans les meilleures provinces canadiennes et le Canada dans les meilleurs pays au monde. Donc, c'est un programme auquel on peut avoir confiance. Sont organisés, encore une fois, par niveau. Alors, il y a des cours qui sont classés niveau universitaire, niveau collégiaux ou niveau milieu de travail. Encore une fois, c'est de façon à aller chercher l'intérêt de chaque élève. Ce n'est pas un classement élitiste,
c'est un classement qui permet à chacun de faire un choix avisé. Donc, une fois en 10e année, on doit vraiment tenir compte des notes qu'on doit avoir, des cours préalables qu'on doit avoir pour choisir notre parcours final à partir de la 11e année. OK. Alors, je vais passer un peu rapidement là-dessus parce que c'est quand même loin, la 11e et la 12e année pour la plupart d'entre vous. Mais l'idée générale, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'on a plusieurs cours qui sont offerts et à plusieurs niveaux aussi pour s'assurer de répondre aux besoins de chaque élève. OK. Maintenant, parlons diplôme. On a parlé tout à l'heure, on a un diplôme qui est bilingue et ça, c'est une grande, grande force pour la vie de tous les jours et pour le marché du travail. C'est une grande fierté aussi pour nous comme organisation, comme école, comme conseil scolaire, comme parents et comme élèves, d'avoir des gens qui sont parfaitement bilingues. Alors, pour obtenir ce diplôme-là bilingue, ça nous prend 30 crédits, okay, de 110 heures chacun. Donc, un cours, c'est en moyenne 110 heures. Là-dessus, il y a 18 crédits qui sont obligatoires. Il y en a 12 qui sont dans les cours au choix, qui commencent à partir de la 9e année. Okay? Et puis, à la page suivante, ici, encore une fois, je ne vous passerai pas à travers tous les détails, mais vous pouvez le consulter sur notre site Internet d'école. Vous avez des précisions par rapport au nombre de crédits qu'on doit obtenir dans chaque matière pour avoir son diplôme d'études secondaires en Ontario. Et un rappel que, par exemple, les cours d'anglais sont du même niveau que les cours d'anglais dans une école anglophone. Alors, on a l'avantage du francophone, mais notre anglais est au même niveau. C'est important de se le rappeler. Alors, je vous parle rapidement du baccalauréat international, qui est un programme enrichi, qui est très, très reconnu à l'international au niveau de la 11e et de la 12e année. Je fais un petit retour en arrière. Désolé, mes diapos n'étaient pas tout à fait dans l'ordre. Ça, c'est juste le formulaire des choix de cours. Alors, des choix de cours qu'on offre à partir de la 9e année. Avant de passer au BI, je vous passe à travers ça rapidement. Donc, l'idée, c'est de voir qu'on a quand même beaucoup de choix. Souvent, les gens ont la fausse conception que dans les petites écoles, on a moins de choix. Dans les grandes écoles, on en a beaucoup. Ce n'est pas toujours vrai. L'offre peut être plus grande dans les grandes écoles, oui, à quelques fois. Par contre, le nombre de gens qui veulent ces cours-là est aussi plus grand et des fois, d'être capable de rentrer dans le cours est à peu près impossible ou beaucoup plus difficile que dans une école de taille moyenne ou une petite école. Mais on a quand même réussi dans notre école à avoir plusieurs choix au niveau des arts, par exemple. Création artistique, la musique, les arts visuels, plusieurs choix au niveau de l'éducation physique, plusieurs choix au niveau des cours de technologie, que ce soit les cours d'information des communications, de robotique, des techniques de système informatique. Donc, beaucoup de choix pour nos élèves et pas seulement des choix technologiques, mais des choix sportifs et artistiques aussi, en plus des différents niveaux pour les cours obligatoires, que ce soit maths, français, sciences, etc. Donc, si on revient au BI, je ferme cette petite parenthèse-là. C'est un programme qui contient des sous-programmes dans le sens où un élève qui veut avoir son diplôme du baccalauréat international doit faire un ensemble de matières. Donc, il y a des cours du tronc commun et il y a 6 groupes de matières qui incluent la théorie de la connaissance, qui inclut le mémoire, qui est un travail de 4000 mots sur un sujet de son choix, que les élèves font avec un mentor, un spécialiste dans le domaine d'études. C'est le début de leurs études autonomes. Vous voyez venir, vous comprenez que ça va aller un peu dans la direction universitaire. Et puis, au bout de ces 2 ans-là, présentent leur mémoire, ont des crédits pour ça. Ça fait partie des cours de tronc commun. Et le mémoire, ça peut être excessivement intéressant. Je vous donne un exemple très rapide. J'ai été superviseur de mémoire pendant plusieurs années. Je travaille dans les écoles IB depuis longtemps. Et j'avais un élève à un moment donné qui était inscrit au programme du diplôme au début de sa 11e année et son sujet de mémoire était comment attraper la meilleure vague de surf possible. Vous comprendrez, c'était sur la côte ouest, là, près de Vancouver. L'élève adorait le surf. Et a priori, on se disait, pas vraiment académique comme sujet, mais quand on creuse un peu, ça le devient. Alors, on est parti de la passion de l'élève pour le surf. Et là, il devait développer toute sa théorie à partir de concepts scientifiques
pour arriver à où est-ce que je vais pouvoir avoir la meilleure vague de surf. Alors, ça incluait, par exemple, l'attraction lunaire, ça incluait le fond marin, ça incluait les courants marins, les récifs, les falaises, etc., le temps de l'année, les saisons, le cycle de l'eau. Et l'élève a travaillé là-dessus pendant 2 ans pour, en bout de ligne, arriver avec un texte de 4000 mots et sa théorie sur où est le meilleur endroit au monde pour faire du surf, selon moi, selon ce que j'ai appris. Alors, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais c'est intéressant pour les élèves qui veulent déjà commencer une réflexion plus autonome, mais guidée d'études à un niveau pratiquement universitaire. Donc, ensuite, il y a des groupes de matières en plus du mémoire. Évidemment, la littérature, l'acquisition des langues, l'individu, société, les sciences, les mathématiques. On doit répondre à toutes les demandes provinciales. Et puis, en plus du curriculum provincial, on doit répondre aux demandes de l'IB. Donc, oui, c'est exigeant. Ce n'est pas nécessairement les meilleurs élèves qui réussissent, mais certainement les élèves les plus organisés, les plus disciplinés et ceux et celles qui ont des bonnes habitudes de travail. C'est pour ça que si je reviens à la présentation du programme Perspective internationale, on veut vraiment créer la base des habitudes de travail. C'est excessivement important parce que c'est la clé de plusieurs programmes, dont celui-là. Alors, conditions d'admission. Évidemment, pour faire partie de la cohorte IB, on doit être un élève de notre école. On demande quand même une moyenne générale de 80% ou plus à la fin de notre 9e année. La moyenne générale, ce n'est pas tout, mais on veut quand même avoir une preuve que la base est là. On doit être déterminé à suivre ce programme-là et on doit avoir d'excellentes habitudes de travail, comme je viens de le dire. Et c'est vraiment une collaboration avec la famille. Donc, c'est une conversation qu'on va engager dès la 8e, 9e année et qu'on va continuer jusqu'à la diplomation pour s'assurer de trouver la meilleure place pour l'élève. Il y a certains élèves, des fois, qui vont être dans le programme au début et qui vont décider de le quitter en tout ou en partie. Le IB, on peut faire l'ensemble du programme IB ou on pourrait faire qu'une matière au niveau IB. Alors, évidemment, il y a des avantages et des désavantages à ça, mais on va travailler ensemble pour s'assurer que chaque élève y trouve son compte. Évidemment, le IB, un des attraits de ce programme-là est qu'il y a une très, très grande reconnaissance universitaire. Donc, vous l'avez deviné, les élèves sont autonomes, ils sont passionnés, ils ont appris à apprendre, ils ont déjà travaillé à un niveau qui est universitaire. Donc, les universités, normalement, sont très intéressées à ces élèves-là. Et le IB étant sur 7 et non pas sur 100, lorsqu'on a une note de 5, 6 ou 7, qui est l'équivalent d'un A+, si vous voulez, on peut habituellement recevoir des crédits pour une première année universitaire. Par exemple, quelqu'un qui aurait eu une note de 5 ou 6 sur 7 ou 7 sur 7, encore mieux, en français ou en anglais, pourrait arriver à l'université et commencer déjà à l'année 2 de son programme. Donc, pas besoin de faire le cours de première année, pas besoin de payer pour le cours de première année et on est déjà rendu en 2e année. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui, ça semble aller. OK. Autre avenue possible et très importante pour les élèves qui aimeraient avoir davantage de formation pratique, quelque chose d'un peu plus contextualisé. Donc, nous allons offrir la majeure haute spécialisation en 11e, 12e année au niveau des technologies de l'information et des communications. Alors, avec le IB, on est dans les grandes idées, on est dans vraiment l'académique. Dans la majeure haute spécialisation, on est dans le pratique. Donc, ça donne aussi des crédits pour la diplomation. Ça ne permet pas que du pratique, ça peut permettre la voie universitaire ou collégiale aussi, mais c'est une avenue plus pratique qui se donne dans ces années-là. Ça donne aussi des certifications, des formations au niveau, par exemple, du Sceau rouge, le Red Seal, au niveau des apprentis, etc. Donc, c'est une avenue de plus qu'on offre à nos élèves. Il y a beaucoup, beaucoup de support dans cette avenue-là. Les élèves, présentement, comme ils sont en 7, 8, 9e année, ont du temps avant de faire ce choix-là. Et à l'école, on a un conseiller en orientation
qui, avec moi et les parents, va appuyer toute cette démarche-là pour s'assurer de prendre les bonnes décisions tout au long de la route. OK. Donc, j'arrive presque à la fin de la présentation. Je sais que ça peut être long et lourd, surtout quand on est à distance. Je vais vous montrer quelques petites photos rapidement et ensuite, j'aimerais peut-être juste ouvrir ça aux questions, laisser la chance aux gens de poser quelques questions. Si vous n'avez pas le temps de poser les questions présentement, vous devez quitter. Vous pouvez toujours nous contacter. Ça nous fera toujours un grand plaisir de faire un appel, un téléphone ou une conversation comme ça sur Zoom en privé. Alors, ce qu'on voulait vous dire, c'est tout simplement, oui, on est une école très technologique, très neuve, très à la fine pointe de ce qui se fait en éducation, mais on est aussi une école très humaine. Et pour nous, c'est les élèves qui sont les plus importants et tous nos efforts sont vers eux. Pour cette raison-là, on a une technologie de pointe, on a de la réalité virtuelle, etc. dans l'école, des imprimantes 3D, des TBI. On veut aussi les garder en santé, nos élèves. Alors, on a plein de choses au niveau des sports. Évidemment, comme disait Mme McKenzie, on a encore trop de murs blancs. Alors, on va s'assurer d'encourager le côté artistique pour avoir une école vivante. Littéraire, c'est hyper important. Alors, la littératie, c'est la base de tout ce qu'on fait. Je vous passe rapidement aussi sur ces diapositives-là, mais sachez qu'elles sont importantes. Les services aux élèves, on a beaucoup d'appui personnalisé aux francophones, beaucoup plus qu'ailleurs. Je crois que c'est une de nos grandes forces. Le lien qu'on a avec nos élèves et le temps qu'on leur met, qu'on leur donne, favorise beaucoup la réussite scolaire. On a plusieurs activités. Mme Côté en a parlé tout à l'heure, le club d'improvisation, entre autres, qui est fantastique. On a un club de robotique, journal étudiant, plusieurs équipes sportives. Et dans le groupe Viamonde et à l'extérieur de Viamonde, selon les sports. Vous avez quelques photos, on les a vues tout à l'heure en 3D, mais des fois, c'est moins étourdissant de voir nos locaux comme ça en fixe. Alors, je vous les montre très rapidement, je le sais. Et je vous souhaite la bienvenue dans notre école et on a grande hâte de vous voir et de pouvoir refaire cet événement-là, mais en personne, avec une visite qui ne sera pas virtuelle cette fois-là, mais qui va être vraiment en présentiel. Alors, je vous remercie énormément. C'est un peu bizarre de faire une présentation comme ça parce qu'on n'a pas nécessairement la rétroaction de tout le monde, mais s'il y a des questions qui ont été mises dans le chat que je n'ai pas vu, peut-être que vous pourriez, peut-être M. Steve ou Julie, juste me les lire pour que je puisse y répondre. Ou s'il y a des nouvelles questions, vous pouvez les écrire présentement. Là, je vous invite à le faire. En fait, M. Laurent, si vous le permettez, on va peut-être juste dire aux gens s'il y a des gens qui ont des questions pour qu'on puisse activer leur micro et qu'ils la posent de vive voix. C'est peut-être plus facile comme ça. De simplement utiliser la fonction « lever la main » qui est intégrée. Là, donc, je pense qu'on fait un clic droit, puis vous allez voir lever la main, là, les gens. Puis, à ce moment-là, on pourra activer vos micros et vous pourrez poser votre question. Parfait, ça me va tout à fait. Alors, si vous avez des questions, commentaires, allez-y, on vous écoute. Alors, une question ici de Nathaniel qui peut la poser maintenant. Son micro est ouvert. C'est la maman de Nathaniel, mais oui, merci beaucoup de nous avoir invités. On avait une question à propos des centres de ressources, savoir s'il y avait une salle de ressources où les jeunes ont accès à de l'appui pour faire des travaux, avec des personnels enseignants qui seraient là pour les aider, comme de l'appui aux devoirs, appui à leurs projets, qui est peut-être plus une salle libre où ils peuvent aller s'ils en ont besoin sans être vraiment un cours quelconque. Oui, absolument. On a une salle ressources qui est au premier étage. C'est vrai qu'on ne l'avait pas dans les photos que vous avez vues, où je suis peut-être passé rapidement, mais il y a une belle grande salle, encore une fois, avec l'aménagement flexible. Et on a du personnel aussi d'appui, donc enseignantes ressources, etc., pour aider les élèves qui auraient peut-être besoin d'une explication en plus ou une explication différente. Et on a beaucoup de lieux dans l'école aussi où les élèves peuvent aussi aller travailler de manière un peu plus libre, un peu autonome. Donc, oui, on offre absolument les deux, puis on a le personnel pour le faire aussi. Merci. De rien.
question maintenant de... attendez une petite seconde. Question de El Connelly. Allez-y. Oh. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. 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 Alors, la question, j'aimerais savoir pour ma fille va être en 7e année en mois de septembre. Est-ce qu'ils ont un titulaire assigné à un groupe? Est-ce qu'ils ont une salle qui leur est assignée ou est-ce qu'ils se promènent d'une période à l'autre, changent de salle de cours? Très bonne question, très bonne question. En fait, un peu des deux. Oui, il y a une salle titulaire, il y a un enseignant titulaire en 7e, 8e année, définitivement. Et au niveau des salles qu'on utilise, je vous répondrai que c'est un hybride des deux. Par exemple, dans une école élémentaire, parce que pour le reste de la province, le 7e, 8e année sont des années élémentaires, le cours de sciences serait fait dans la salle de classe titulaire. Nous, on a la chance d'avoir un bel et grand laboratoire de sciences. Donc, il est tout à fait possible que l'enseignant ou l'enseignante de sciences décide pour une partie laboratoire d'aller avec sa classe directement au laboratoire. Mais l'école est faite quand même relativement compacte. Il n'y a pas de crainte que les élèves se perdent ou aient à marcher très, très longtemps, là. Alors, tout est au même corridor ou à peu près. Très facile pour les élèves de s'y retrouver. Puis, on va faire un peu des deux, permettre aux élèves qui n'auraient pas la chance dans d'autres écoles d'avoir des locaux spécialisés en 7e et en 8e année de le vivre, et puis leur fournir aussi la sécurité d'une classe titulaire. Pas si ça répond à votre question. Merci. Oui? OK, parfait. Bienvenue. Oui, merci beaucoup. Monsieur Laurent, il y a Christine qui a posé une question dans le clavardage. Elle demande si l'école ne rouvre pas d'ici la fin de l'année scolaire, lorsque tout va être résolu, est-ce qu'il y aurait une porte ouverte au cours de l'été pour pouvoir physiquement aller visiter les installations? C'est une bonne question. Je vous dirais au niveau des dates, ce qu'on a comme information, c'est l'information générale que tout le monde reçoit du gouvernement. Donc, on n'a pas de date présentement, autre qu'on sait que ça ne sera pas avant le 31 mai. Et dépendamment des décisions qui seront prises et de la possibilité d'ouvrir, évidemment, on va avoir les gens en vrai, en réel, dans notre nouvelle école le plus tôt possible. Alors, est-ce que ça sera en septembre? Est-ce que ça sera avant septembre? Présentement, on ne le sait pas. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a très hâte de vous accueillir en vrai dès qu'on a la permission de le faire. Je vois ici, pardon, le lien 360 degrés, on va le mettre sur la page, la page d'accueil du site Internet de l'école dès demain. Laurent, on a une question du journaliste Rudy Chaban de ONFR+. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, alors, si j'ai bien compris, les élèves devaient déjà emménager l'hiver dernier, c'est ça? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça n'a pas pu se faire? Et j'avais une deuxième question à vous en tant que directeur. Le fait de faire des portes ouvertes comme ça avec les portes fermées physiquement, comment est-ce que quel sentiment vous aviez de faire ça? Est-ce que vous avez un peu de regret ou vous faites avec les moyens du bord? Comment vous sentez ça? Ben, deux excellentes questions. La réponse à votre première question est que la planification de l'ouverture de l'école était pour le premier jour, le lundi, du retour des vacances du printemps. Donc, l'école était toute prête. Je disais tout à l'heure, on avait travaillé très fort avec l'ensemble des enseignants. On avait fait le déménagement. Tout était prêt pour le premier lundi. Malheureusement, comme vous le savez, pendant les vacances, on a eu la nouvelle que les écoles étaient fermées jusqu'à nouvel ordre. Donc, c'est tout simplement pour ça qu'on n'a pas encore aménagé avec des élèves dans le nouveau bâtiment. Mais évidemment, dès qu'on a le go, l'école est prête et on y sera. Donc, c'est la première chose. Puis, pour le caractère un petit peu particulier de cette ouverture-là, en fait, pour moi, ça fait partie d'un défi qui est intéressant à relever en tant qu'école, en tant qu'organisation. Alors, on a eu la chance de prouver que même une pandémie, ça n'arrête pas des portes ouvertes et qu'avec la technologie, avec un esprit d'équipe, avec un peu d'entraide, on peut trouver des manières
Est-ce que c'est aussi bon? Peut-être pas, mais quand même, ça nous ouvre les possibilités vers peut-être d'autres façons de repenser à l'école. Ça nous offre aussi des nouveaux outils au niveau de l'apprentissage des élèves qu'on a dû développer pendant cette pandémie-là. Donc, l'école est en train de s'actualiser, de regarder vers l'avenir. Et moi, plutôt que d'un regret, je vois ça comme une occasion de se dépasser et de trouver des solutions. Merci. Il y a Mme Adéline Latour qui nous dit avoir une question. Malheureusement, je pense qu'on va avoir accès à son micro. Madame Adéline, est-ce que vous êtes là? En fait, c'est sa maman. Ah, voilà, oui. on voudrait savoir quel est le nombre minimum d'élèves pour qu'un cours électif puisse avoir lieu. Très bonne question. Pour les cours au choix, je vous dirais que ce n'est pas vraiment un nombre minimum d'élèves fixé par l'école ou le conseil scolaire. C'est un nombre pour le bien-être et l'intérêt des élèves. Alors, si un élève était seul dans un cours, il faudrait qu'on ait une réflexion à savoir est-ce que c'est dans le meilleur intérêt des élèves, est-ce qu'on peut bien enseigner dans ce contexte-là, etc. Je ne suis pas très inquiet au niveau des minimums, je vous le dirais. Viamont a un historique de croissance très rapide à l'ouverture des nouvelles écoles. Je crois bien qu'on va suivre la même tendance. Et présentement, on a fait le choix de cours des élèves pour l'année prochaine. Ils nous ont remis leur formulaire de choix de cours et c'est bien équilibré. Alors, je pense que c'est une problématique qui ne se posera pas chez nous, en tout cas pas cette année. Merci. Ça me fait plaisir. Une autre question de la maman de Nathaniel. Désolée. Processus d'inscription, sachant qu'on n'est pas avec vous, qu'il y a peut-être des formulaires d'habitude qui se passent, c'est de quelle façon qu'on contacte, de quelle façon ça marche, y a-t-il des dates limites, des choses du genre? Oui, bien, c'est assez simple. On peut tout faire à distance assez rapidement. Donc, plusieurs façons de faire. Vous avez mon courriel qui est sur le site Internet de l'école. Vous pouvez m'envoyer un courriel. Je vous mettrai en contact à ce moment-là avec Mme Vézina, Mme Liette Vézina, qui est notre secrétaire, et elle peut vous faire parvenir toute l'information et les formulaires à remplir. Ça peut se faire à distance, sans problème. Ça peut se faire dès maintenant. Donc, et ensuite de ça, dès que l'école ouvre, vous êtes déjà inscrit. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, désolé, oui, merci. Oui, OK, parfait. Merci. La parole est à, j'espère prononcer comme il faut, Maïwen. Oui, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Allez-y. C'est une question en tant que parent déjà de David Saint-Jacques. Est-ce que, vu que les 8e années n'auront pas vraiment de cérémonie de finissant cette année ou de gala méritas à cause des situations actuelles, quelque chose va-t-il être fait pour compenser ou quand même marquer ce moment important de leur vie? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis, je me réfère pour répondre à l'annonce que le ministère de l'Éducation a fait cette semaine, demandant aux écoles de ne pas annuler les cérémonies de graduation, mais de réfléchir à des moments où ce serait sécuritaire pour les organiser. Alors, je pense que c'est important d'avoir ces cérémonies de passage-là. C'est des rites de passage qui sont importants. Et présentement, on ne sait pas encore si on va revenir dans l'école physiquement ou non. On peut juste se fier à ce qui a été annoncé, qui n'est pas avant le 31. Donc, nos scénarios vont évoluer selon les décisions qui vont être prises par le gouvernement, mais c'est certain que cet événement-là va être souligné. C'est hyper important de le faire. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment on va le faire, quand on va le faire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va le faire. Merci. De rien. Question posée par Clavardage. Laurent, Sophie Lachapelle veut savoir pour la 7e année, à quelle heure est-ce que l'école commence et à quelle heure est-ce qu'elle finit?
Très bonne question. Très, très bonne question. Ça va se décider dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que les heures scolaires sont en parallèle avec le service d'autobus. Donc, c'est des discussions qui sont en cours présentement. Cette année, on avait l'horaire de l'harmonie, donc une école qui est de 9 à 3 ou à peu près. La plupart des écoles secondaires commencent un peu plus tôt, finissent un peu plus tôt pour permettre, entre autres, les activités après l'école, les sports parascolaires, ce genre de choses-là. Donc, présentement, tous les scénarios vont être sur la table, sont sur la table. Est-ce que c'est une école qui va commencer vers les 8h, 8h15 ou les 9h, 9h15? On ne le sait pas, mais ça devrait être un de ces deux scénarios-là, qui est pas mal la norme là, dans les écoles environnantes. On te demande aussi s'il va y avoir un album de fin d'année cette année. Ah oui, avec on a un comité d'albums qui travaille là-dessus. Évidemment, comme tout le monde, la situation présente a un peu déstabilisé les clubs, mais on a quand même assez de photos et assez d'événements à raconter. Donc, définitivement, on va finir l'album d'ici la fin de l'année. On va pouvoir le distribuer. Je ne sais pas encore comment, si les gens vont le commander à distance ou si on va pouvoir en faire la distribution dans le bâtiment physique. Mais c'est un de nos projets à compléter d'ici la fin d'année, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas gênés, M. Laurent est très bon pour trouver des réponses. C'est un peu différent que d'avoir la présence des gens, mais je fais de mon mieux et si je ne réponds pas de la bonne manière, n'hésitez pas. Faites-moi signe. Alors moi, je ne vois rien de neuf dans le chat. Je ne sais pas si M. Steve a d'autres informations. On a passé à travers, je pense, les questions. Il y a beaucoup de commentaires très positifs sur la nouvelle école, sur la présentation, sur le fait que la communauté est chanceuse d'avoir un bijou d'école comme l'école David-Saint-Jacques. Alors, je pense que les gens sont en général très, très contents de la présentation et surtout de la nouvelle école dans la communauté. Peut-être un dernier 10 secondes là, pour manifester votre présence si vous voulez poser une question. Puis, M. Laurent, ce sera à vous de conclure. Absolument, absolument. Et c'est tout à fait possible que les gens aient des questions un peu plus tard. Alors, on va mettre la documentation sur le site de l'école dès demain. Si vous passez à travers la documentation et que ça génère des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous, communiquer avec nous. Et puis, on va faire de notre mieux pour répondre à vos questions le plus rapidement et le plus clairement possible. Donc, j'ai une question aussi, l'album de fin d'année. Non, en fait, ce n'est pas l'album de fin d'année qui sera sur le site Internet de l'école, c'est la présentation d'aujourd'hui. Donc, au niveau de l'album, il va être complété. Comment il va être distribué, acheminé, on ne le sait pas encore. Ça va dépendre des annonces qui vont venir dans les prochains jours, semaines. Donc, ça va. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. OK. Parfait. Bien, écoutez, moi, je termine tout simplement en vous remerciant d'avoir pris le temps de vivre cette expérience-là d'ouverture d'école à distance. C'est définitivement une première pour moi. Je veux remercier l'équipe fantastique des enseignants, l'équipe des communications, Mme Véro aussi, qui est à la surintendance, qui ont fait un travail fantastique pour relever ce défi-là, à la fois technique et humain, de faire porte ouverte à distance. J'espère que ça a été agréable pour vous tous, mais qu'on a réussi un peu à briser la distance à travers peut-être la petite présentation de David Saint-Jacques qui était excessivement inspirante. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, encore une fois, je termine là-dessus, n'hésitez pas, communiquez avec nous, on est là pour vous. Et ça va nous faire plaisir d'avoir des coups de téléphone en privé, ou une plateforme Zoom ou autre là, pour vraiment faire le tour de la question pour chacune des familles. Alors,
un gros merci. Beau travail de la part de tout le monde. Et puis, au plaisir de vous voir en vrai dans notre belle nouvelle école et de rencontrer tous les élèves en présence, on espère le plus tôt possible. Merci beaucoup tout le monde. À très bientôt. Laurent, vite fait, il y a quelqu'un qui avait demandé dans le chat si on allait avoir des uniformes. Parce que je ne sais pas si ça allait été manqué, mais c'était une petite question vite fait de la part d'Idriss. Ah, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'uniforme prévu présentement, autre que les uniformes de nos équipes sportives avec notre logo, etc. Donc, le comité, le conseil d'école avec les parents, on était rendu à se pencher là-dessus, le design des uniformes lors de la fermeture de l'école. Et c'est un sujet qu'on va ramener à la table de discussion dès la réouverture de l'école. Je pense qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est des gens qui se posent la question, dans aucune école Viamonde, il y a des uniformes actuellement. Ça fait partie un peu là, de... Je pense que Madame Véro pourrait le confirmer aussi, mais l'une des valeurs du conseil étant le respect des différences. Évidemment, il y a un code de vie dans chacune des écoles Viamonde qui adresse les questions du code vestimentaire, mais... on laisse quand même dans les écoles Viamonde la liberté aux jeunes de s'exprimer à travers aussi leur habillement. Alors, pour le respect des différences, il n'y a aucune école Viamonde qui a des uniformes. Oui, absolument. Et notre code de vie, tout ça, est sur le site Internet de l'école. Alors, ça décrit très bien comment on encourage chacune à s'exprimer en tant qu'individu tout en respectant nos règles communes. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois. J'espère que l'expérience a été aussi agréable pour vous que pour moi. Puis, au plaisir de voir tout ce beau monde-là dans notre nouvelle école dès que possible. Bonne soirée tout le monde.